Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle preview du Foot US de A à Z. Quel plaisir. Vous savez maintenant le format, je le répète à chaque épisode, un invité d'une franchise pour une preview. Et du coup, aujourd'hui, j'ai la chance et puis on se connaît maintenant plutôt bien parce qu'on se voit souvent, ça fait 2 années de suite qu'on vit le Super Bowl ensemble et que on cause souvent privé ensemble et tout. J'ai le plaisir de t'accueillir. Pierre de chez Bills France. Comment tu vas, Pierre? Salut Johan, merci pour l'invitation. Ça va bien, je démarre mes vacances ce jour de l'enregistrement, donc au top. C'est juste parfait. C'est pas bien. En plus, on a les bonnes semaines ensoleillées, nous. Dommage pour ceux qui n'ont pas eu le soleil avant nous, mais nous, on a la chance, on va dire, avec nous aujourd'hui et ces C'est semaines-là. ça. Donc, Pierre, on va maintenant on connaît le principe, tout le monde connaît un peu le principe parce qu'ils ont sans doute entendu les premières previews qui sont déjà sorties, mais on fait un retour sur la saison précédente, on fait un point sur la free agency, on fait le point draft et ensuite on bifurque sur la saison 2024 et après le dernier point, c'est tout le monde le sait maintenant, c'est la petite auto-promo pour l'invité. Donc si tu as le podcast à présenter, tout ça, et la page Bill France, et ensuite si tu as d'autres choses, parce qu'il y a des invités qui ont d'autres podcasts sur d'autres univers, cinéma, vin, tout ça, faut pas hésiter. Voilà, ça sera ton moment. Ok, très bien. Ok, très bien. Bon, on se plonge dans la saison 2023 des Bills. C'est la première chose qu'on va faire. Donc, la saison des Bills, vous avez débuté votre saison chez les Jets avec, comme tout le monde le sait, le drama avec Aaron Rodgers qui se blesse au bout du quatrième drive. Quatrième snap, pardon. Et du coup, le match est un peu bizarre, un peu bancal, et du coup, vous perdez en overtime 22-16. Ensuite, vous avez reçu les Las Vegas Raiders, vous remportez le match. Vous allez à Washington, vous remportez le match aussi. Vous recevez Miami, qui est souvent bien en début de saison pour vous. Ça évite les grosses chaleurs. Vous remportez le match chez vous en week 4. Après, vous allez à Jacksonville, vous perdez. C'est pas Jacksonville, c'est à Londres. Oui, c'était à Londres, pardon. C'est vrai, j'ai oublié de le... Après, vous avez reçu les New York Giants où vous remportez le match. Après, vous allez chez New England Patriots où là, les New England Patriots, même s'ils étaient bancals l'année dernière, c'est toujours un match piège parce que c'est un match de division et ils remportent ce match où vous basculez, vous êtes toujours en positif à 4-3. Vous allez à Tampa et là, vous recevez Tampa par contre, vous remportez le match. Vous allez à Cincinnati, vous perdez le match. Vous allez chez les Denver Broncos, vous perdez le match. Vous avez un bilan de 5-5 à ce moment-là en week 10. Ensuite, vous recevez les New York Jets où là, vous prenez vraiment votre revanche, vous remportez le match 32-6. Vous perdez en week 12 contre les Philadelphia Eagles là-bas, à Philadelphie 37-34 en overtime, qui fait basculer aussi votre bilan à 6-6. Et là, c'est à ce moment-là où un peu avant, je ne sais plus, il y a eu le changement de coordinateur, je crois. Le changement de coordonnateur, donc Ken Dorsey a été viré après la défaite en fin de match contre les Denver Broncos, donc en fin de semaine 10. Ok. Donc là, bye week. En week 14, vous remportez le match contre Kansas City avec l'action qu'a fait les highlights de Kadarius Toney. Ensuite, vous allez remporter le match contre Dallas. Excusez-moi, il y a mon petit qui crie derrière, mais c'est pas grave. Avec pour l'épisode. Ensuite, vous avez les Los Angeles. Vous allez chez les Chargers de Los Angeles, vous remportez le match. Vous allez remporter le match aussi contre les New England Patriots et vous finissez chez les Miami Dolphins où là vous faites après la bye week victoire comme ça qui vous fait basculer votre bilan à 11-6 et remporter l'AFC Est et qui vous fait recevoir en playoff vos matchs de wildcard et votre match contre de Divisional Round où là vous remportez le match contre Pittsburgh et contre un match encore incroyable contre Kansas City où vous perdez le match avec des décisions un peu bancales il y a des décisions, je veux dire, un peu controversées où vous faites un fake punt qui fait perdre un peu le fil du match, j'ai trouvé à ce moment-là. Mais il fallait être tenté, pourquoi pas, mais voilà. Je te laisse en discuter, Pierre. Je m'occupe de mon petit en même temps, je t'écoute. Vas-y. Pas de souci, mais il y a beaucoup de choses à redire sur la saison 2023 des Bills. Donc effectivement, avec d'abord une première partie, donc ce premier match bizarre contre les Jets avec Aaron Rodgers qui se blesse au bout de 4 snaps, on arrive à rien. Josh Allen un peu
qui joue totalement à l'envers, qu'on voit 3-4 interceptions et des interceptions totalement stupides, faut le dire. Derrière, on joue deux équipes plus faibles, les Raiders, les Commanders. Bon, on leur roule dessus, on va pas se mentir. Ensuite, le match contre Miami, une très belle victoire. Et là, c'est là la premier gros tournant, c'est le match à Londres, qui d'un point de vue personnel était incroyable vu qu'on s'est déplacé avec toute l'équipe Bills France plus pas mal de fans des Bills à Londres pour voir les Bills en vrai. Donc c'était incroyable de ce point de vue-là, mais sur le terrain, ça a été compliqué. Ça a aussi été le moment où on a perdu énormément de joueurs sur blessure. On a perdu notre defensive tackle qui était très important, Daquan Jones à ce moment-là pour toute la saison. On a perdu Matt Milano aussi, ancien linebacker All-Pro, enfin pas ancien mais qui était All-Pro quasiment les saisons précédentes et on le perd là pour toute la saison aussi. Et donc là à ce moment-là, on perd vraiment des joueurs très très importants pour notre dispositif. Défaite contre les Jaguars. Effectivement après ça se goupille un peu mieux. Il y a la défaite contre les Patriots, une défaite où on prend un drive à la toute fin du match stupide. Pareil contre les Broncos où on prend un field goal à la toute fin. Alors que il le tente une première fois, il le loupe, donc on a gagné le match. Mais on avait un joueur de trop sur le terrain, du coup ils peuvent le retaper et là ils le gagnent. Et c'est à ce moment-là, c'est même pas la raison pour laquelle Ken Dorsey est viré, mais c'est que ça fonctionnait pas. Et donc c'est Joe Brady qui était notre QB coach et qui est un ancien offensive coordinator de Carolina et avant ça encore même de LSU, de la grande époque LSU, Joe Burrow, Justin Jefferson, Jamar Chase, c'était lui leur aussi à ce moment-là. Et donc qui reprend la main. On voit une victoire contre les Jets, mais en soi avant une bye week comme ça sur un changement, il n'y a pas eu vraiment de changement d'affect ou de quoi que ce soit par le aussi, il n'y a pas le temps de faire quoi que ce soit. On perd contre les Eagles sur un gros match incroyable, qu'on perd sur un field goal de 56 yards dans des conditions dantesques après prolongation. Et là, tu arrives enfin à la bye week où tu peux enfin essayer de faire des petites modifs justement avec ce nouveau cordeau, histoire qu'il puisse un peu mettre sa patte. Mais ça reste encore seulement des variations de ce qui a été travaillé pendant toute la off-season, de ce qui a été travaillé les 10 premières saisons. Et on fait ce run, du coup, après la bye week, Kansas City, où il y a le fameux play de Kadarius Toney, mais à côté de ça, ça restait comme nos matchs habituels contre les Chiefs, où c'est des matchs très serrés et qui se jouent à pas grand-chose. Le match contre les Cowboys, où on leur roule dessus, où je crois Josh, il lance même pas 10 fois sur ce match. Genre, la course les détruit sur ce match. Et ensuite, on termine par à toute berzingue, Chargers, Patriots, Dolphins pour aller ravir la FC East aux Dolphins qui, en week 12, je crois, avaient 2 wins d'avance. Vraiment au dernier moment. Le match contre les Steelers, on n'en parle pas. Et ouais, le match contre les Chiefs. En fait, ce fake punt, qu'on tente de le run avec Damar Hamlin, on était tellement dans le mal à ce début de match. Je crois qu'on perdait 14 ou 17-0. Ou 17-3, je crois. Et fallait tenter quelque chose. Je pense pas que c'est pas ce que j'aurais tenté moi-même, mais bon, je comprends l'idée de toute manière, on n'arrive à rien. Vas-y, on essaye de garder le ballon, d'essayer de faire autre chose. Bon, au final, ça se joue sur un field goal non passé pour égaliser à la toute fin de match et donc du coup défaite 27-24. Résultat de la saison décevant par rapport aux attentes en début de saison, extrêmement positive par rapport à ce qui s'est passé pendant la saison et tous les départs, les blessures qu'on a eu de cadre, parce qu'on a aussi, j'avais oublié de dire ça, mais on a perdu aussi Tredavious White, pareil dans la saison, qui avait à peine repris après une autre grosse blessure il y a ça 1 an et demi, qui avait repris tout juste en fin de saison dernière, et là en début de saison on le voyait enfin revenir à son niveau, et là pareil il se répète je sais plus si ce coup-ci il se fait le tendon d'Achille et la fois d'avant il s'était fait les croisés ou inversement, mais genre 2 blessures horribles pour un mec qui était un des cadres et un des piliers de l'équipe. C'est catastrophique et c'est triste pour l'équipe et pour lui. Et donc un sentiment mitigé sur cette saison 2023. Ouais, mitigé, mais ouais, c'est vrai que parce qu'à un moment donné, on se disait même, il y a même les Américains disaient est-ce que les Pits vont pouvoir aller jouer les playoffs. Je t'entends plus, Johan, pour info. Ah, tu m'entends plus là? Allô, ton micro doit pas être branché, je t'entends très très loin. Attends, je vais essayer de parler plus près. Peut-être le son de mon
micro qui est baissé. Et là, tu m'entends mieux? Ouais, là, ça a l'air de t'entendre, ouais. Ah oui, parce que oui, j'avais mon intensité qui était au plus bas, j'avais pas fait attention. Ouais, donc oui, je disais en fait, vu la saison, il y a un moment donné, il y avait même les Américains disaient, est-ce que les Bills, quand vous étiez à 5-5 en week 10, est-ce que vous allez jouer les playoffs ou pas? Parce que c'était une saison un peu compliquée. Voilà, en attaque, ça cliquait pas. Et puis du coup, on voit la fin de saison vraiment enthousiasmante parce que ça a tout changé. Et puis le match contre Kansas City, voilà, vous passez quand même très très près malgré tout de l'égalisation et puis de partir en overtime pour encore avoir un match dantesque contre Kansas City. Pour la petite histoire, avec Pierre, on a vécu le match ensemble sur Discord. On était en privé ensemble. Je disais plus un mot à la fin. J'osais même pas dire au revoir à Pierre et tout, parce que voilà, faut avoir la victoire modeste. Et moi, je suis pas un gars qui chante comme ça et tout, donc je disais pas grand chose. Et voilà, j'étais désolé pour toi, Pierre, parce que c'est vrai que c'était un match quand même qui s'est voilà, c'est les matchs qu'on aime entre les Bills et les Chiefs. Et franchement, c'est encore un match incroyable. Parce que à un moment donné, quand l'attaque des Bills se sont réveillés, mais ça se rendait coup pour coup en attaque. Et les drives, mais s'enchaînaient, que ça soit en attaque. Mais ça allait très vite, quoi. Parce que les drives, ça marquait vite des points. À un moment donné, pareil, Josh Allen, je crois que c'est une troisième un peu compliquée où il va sur le côté, mais sur le mauvais côté de son bras, puis il lance le ballon. Je crois que c'est Gabe Davis qui le rattrape dans la end zone, mais vraiment tu te demandes même si le ballon est sorti. Ça m'a un moment avant de donner le TD. L'arbitre donne après TD rapidement. Et franchement, l'action, elle est dingue, quoi. Et on se dit, encore le match va basculer dans vraiment un truc de folie. Et franchement, c'était encore un gros match de votre part. Et voilà, ouais. Donc après, il y a du positif sur cette grosse fin de saison. En plus, vous étiez pas vous étiez pas premier de votre division. Vous battez Miami pour remporter cette division East qui est pas simple non plus. Et là, vous vous donniez les chances en plus de recevoir les matchs chez vous. Il y a juste le match qui aurait terminé, parce que oui, vous étiez deuxième, je crois, de l'AFC, parce que c'est Baltimore qui était premier. C'est bien ça. Tout à fait. Donc c'était juste le petit détail là, mais vous avez fini deuxième de l'AFC l'année dernière. Voilà. Moi je dis, voilà, il y a quand même un gros positif sur cette fin de saison chez les Bills quand même. Alors on va revenir après sur les arrivées et les départs. Parce que il y a eu pas mal de départs aussi, mais toi Pierre, ouais, tu es déçu parce que vous n'allez pas au bout, ce qui est normal. Et après, bon, fallait quand même aller battre les Ravens aux Ravens aussi, ça aurait été aussi compliqué aussi, mais c'est une équipe que vous pouviez prendre aussi, quoi, malgré tout. Et voilà, il y a toujours ce petit truc qui est dommage à Buffalo, qui reste frustrant, je pense, en tant que fan par rapport à ça. Je vais pas remettre les couteaux dans la plaie, mais qui reste. Non, mais c'est comment. Effectivement, un peu déçu c'est plutôt par rapport aux attendus de début de saison où en fait on a vu l'équipe galérer trop par rapport à ce qu'elle est capable, parce qu'on a bien vu en fin de saison de quoi elle est capable, d'être une grosse cylindrée de cette ligue. Donc c'est déçu de ce point de vue-là. Après, effectivement, de ne pas aller au bout, de ne pas remporter le Super Bowl et de ne pas aller même pas en AFC Championship, effectivement un peu déçu, mais bon, dans tous les cas, il y a qu'une seule équipe qui remporte le Super Bowl chaque année, il y a que 2 équipes en Championship à chaque fois. Genre, il y en a qui utilisent ça pour dire oui, mais Josh Allen, il est pas bon en playoff et tout. Vas-y, taisez-vous. Josh Allen, il est à 3-4 plays d'être un joueur qui va plusieurs fois au Super Bowl et peut-être potentiellement le gagner plusieurs fois. C'est pas grand-chose. Comment c'est un des quarterbacks les plus efficaces full-time en post-season. Comment le seul match parfait de playoff de toute la ligue, c'est Josh Allen contre les New England Patriots l'année dernière. Il y a 2 ans, je veux dire, où le match, on fait 7 TD sur 7 drives. C'est. Non, mais on va dire, de toute façon, tous les quarterbacks en ce moment, aujourd'hui, ces 5 dernières années, le plus compliqué. Alors, tu avais Brady à une époque, là, tu as Mahomes, et quand tu tombes sur un mec pareil, c'est très, très compliqué aujourd'hui. Aussi, totalement. C'est ça qui fait aussi que je pense que Josh Allen serait en NFC, peut-être qu'il serait avec une grosse équipe. Tu l'envoies chez les Niners, il aurait déjà joué des Super Bowls, c'est sûr, quoi. Voilà, donc c'est différent. Voilà, et si tu reviens sur les matchs contre les Chiefs, regarde le match où vous gagnez en overtime il y a 2 ans en wildcard ou en divisional. Si on fait pas n'importe quoi, défendre en prevent pour vous laisser remonter et taper ce field goal,
C'est stupide, je sais pas même pas pourquoi on a défendu comme ça. Mais comme il restait 35 secondes et il y avait, tu vois, Josh, il est pas en défense. Ah bah non, mais là, lui, là, les drives, en plus, il les a fait parfaitement. À un moment donné, ouais, il reste 13 secondes. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Tu laisses 13 secondes à Patrick Mahomes. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? À un moment donné, tu peux pas faire mieux. Hein. C'est ça. À un moment donné, je sais pas, 13 secondes, je sais pas si on se rend compte ce que c'est quand même, mais c'est rien aujourd'hui, quoi. Il y en a pour qui c'est beaucoup, mais. Oui, voilà, pour nous, c'est beaucoup. Et pour nous, c'est rien, on va dire. Bref, bon, bah, très bien. Et puis, ouais, la petite aparté aussi, il y a quand même moi, ce qui a le point noir, on va dire, chez les Bills la saison dernière, c'est vraiment le conflit un peu avec Stephen Diggs, où là, on sentait que c'était un peu la fin, quoi, on va dire, parce que je sais pas comment l'expliquer, mais on sentait que la relation était un peu plus compliquée, même avec Josh ou avec le coaching staff, quoi, on va dire. Ouais, bon, ça, je suis pas d'accord parce que c'est surtout les médias nationaux qui font ça. Parce que globalement, pendant la saison, il n'y a jamais eu de problème. Toutes les saisons où Diggs a été à Buffalo, ça a toujours été très bien. Et effectivement, les off-season, c'est toujours plus compliqué. T'es plus loin, c'est différent. Mais en saison, il y a jamais eu de raison de se plaindre. Après, ça reste une tête d'affiche de la NFL avec parfois un peu la grosse tête et tout, certes. Mais Oui. le point le plus positif que je vois pour faire le lien vers la off-season, ça reste quand même que là, du coup, notre offensive coordinator est là depuis bientôt 6 mois. Il a plus qu'à y avoir quelques matchs et on va pouvoir avoir vraiment son influence sur le jeu cette saison avec vraiment toute une off-season pour travailler, pour faire ses choix, pour transformer l'équipe comme il le souhaite. Et donc, c'est ça qui est très intéressant en arrivant vers la off-season. Ok. Bon, bah, je pense que c'est complet. Je pense que c'est plutôt, voilà, on a dit ce qu'on avait. Tu as expliqué le cas Stephen Diggs. Moi, je voulais avoir un peu ton ressenti là-dessus. Bon, c'est très bien. De toute façon, tu connais mieux ta franchise que moi. Donc là-dessus, je te laisse en parler concrètement. Eh bien, on va partir maintenant sur le point free agency, Pierre. On va partir sur les départs déjà. Et après, on fera les arrivées après. Donc, au niveau des départs, le quarterback Kai Allen, qui était le second quarterback, est parti chez les Steelers. Le running back Damien Harris a repris sa retraite, si je ne me trompe pas. Tout à fait. L'autre running back est toujours free agency. Aux dernières nouvelles que j'ai sur NFL Network, Latavius Murray est toujours free agency. Le wide receiver Gabe Davis est parti aux Jaguars. Stephen Diggs a été tradé aux Texans. Deontay Harty, le wide receiver, est parti chez les Ravens. Le wide receiver Trent Sherfield est parti chez les Vikings. L'offensive line Ryan Bett a été tradé aux Bears. Le centre Mitch Morse a été chez les Jaguars. Le edge Leonard Floyd chez les 49ers. Le edge Check Lawson est toujours free agency aujourd'hui. Le defensive line Poona Ford est chez les Chargers. Le defensive line Levan Joseph, pour le moment, est toujours free agency. Le defensive line, toujours, Jordan Phillips a signé chez les Giants. Le defensive line, Tim Settle est parti chez les Texans. Le linebacker, Tyrell Dodson est parti chez les Seahawks. Le cornerback, Dan Jackson est parti chez les Panthers. L'autre cornerback, Tredavious White, est parti chez les Rams. Micah Hyde, le safety, est toujours free agency. Le safety Jordan Poyer, le vétéran, est parti chez les Dolphins. Et le defensive back Siran Neal est parti aussi chez les Dolphins. Pierre, pour toi, qui tu regrettes, qui t'aurais aimé garder, ou tu dis, bon, il fallait du changement et... Non, globalement, il n'y a pas vraiment de. Enfin, si, il y a quelques chocs dans l'histoire, mais Poyer, déjà, l'année dernière, était free agent, était revenu sur un mini contrat. Après, c'était un peu comment le côté, on ne sait pas où est-ce qu'on va avec les safety. Comment t'as pas eu le contrat que tu voulais à la free agency, donc il est revenu l'année dernière. Là, il est arrivé, on voit, il a signé un mini contrat. Comment ce duo Poyer-Hyde, qui a été un des meilleurs duos de safety, très sous-coté de la NFL pendant des années, comment arrive un peu à son terme, parce que l'âge fait des ravages, hein, comme on dit. Et donc on voit aussi que bon, il avait quand même bien perdu l'année dernière, et c'est pour ça qu'il a signé un micro-contrat avec les Dolphins. Sinon, effectivement, on peut parler du trade de Diggs. Moi, je sais que j'ai dit et j'ai écrit plusieurs fois que ça ne pouvait pas arriver parce qu'il y avait trop d'argent en jeu, trop de dead cap et tout. Mais pour autant, il y a eu une décision de faire un espèce de micro reset et donc du coup de s'autoriser à bouffer du cap cette année par rapport à ça
pour ensuite repartir dans une autre direction, tout en gardant la porte ouverte d'aller en playoff et d'aller espérer d'aller loin à plus long terme, enfin à court et à moyen terme, quoi, à garder ses options ouvertes. Donc bah, ils m'ont fait ravaler ma langue là-dessus. Je pensais pas qu'on puisse le trade, mais en soi, comment on récupère quand même un TDD2 pour un joueur de 32 ans, 31 ans, comment Diggs, comment globalement, comment sur les vieux wide receivers, on voit Keenan Allen, il est parti pour un TDD 4 ou 5, comment des Chargers, comment aux Bears. L'année dernière, Amari Cooper. Non, non, donc Keenan Allen, c'est un 4. Et Amari Cooper, l'année dernière, de Dallas aux Browns, c'était un 5. Donc bon, on s'en sort pas si mal pour un choix qui peut-être peut simplifier les relations avec la presse et surtout nous amène dans une autre dimension. Mais la discussion, la partie la plus qu'on n'entend pas trop parler, c'est le départ de Mitch Morse, notre centre, ancien joueur des Chiefs que tu connais bien aussi, il y a de ça quelques années, qui était un peu le papa de la O-line. Et ça faisait 2-3 ans que son nom était évoqué au moment des cuts et tout, parce que il avait un salaire important, mais c'était le daron de la ligne. Il y avait les guards n'ont pas arrêté de tourner beaucoup, malheureusement aux Bills. On a eu du mal pendant très longtemps à avoir des guards potables. Et donc au moins d'avoir un centre qui continue, ça te permet d'assurer une certaine continuité quand même. Et là, on avait enfin arrivé à avoir 2 bons guards. Et comment on a décidé de dire au revoir à Mitch Morse. Ça a été un peu une surprise parce que tous les ans c'était bon, il coûte un peu trop, mais on va bouger avec le contrat et il va continuer. Et là, il a été cut pleinement. Et bon, on lui souhaite tout le meilleur par rapport à ça, hein, clairement. Et le dernier dont il faut parler, où il y a certaines personnes qui vont dire ah oui non mais vous avez perdu ce joueur, c'est important. Je parle de Tredavious White. Tredavious White qu'on adore, la Tregoli Academy, genre ce même incroyable à Buffalo qui est toujours aussi fort. Mais malheureusement, ça fait 3 ans quasiment, il a dû jouer 6 matchs en 3 ans. C'est complexe, c'est complexe, c'est complexe. On ne sait pas s'il reviendra à son niveau, un de ces quatre. Euh, J'espère pour lui que ça se passera bien côté Rams. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça, quoi. C'est Oui, en soi, il n'y a pas eu vraiment de choix hormis cela, quoi. Le reste, c'est des départs qui sont attendus. Les receveurs Arty et Sheffield, c'était des receveurs 3, 4, 5. C'est des joueurs de rotation. Ryan Bates, c'était notre centre slash guard backup de préférence. Au final, on a récupéré des trucs intéressants par rapport à ça. Les autres joueurs, il n'y a pas vraiment qui que ce soit qui est important. Les choses par contre qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des pay cuts qui ont été mis en place aussi, qui n'ont pas été évoqués. C'est Von Miller qui a pris un pay cut très fort parce que justement, lui aussi c'était un gros contrat qu'on avait signé il y a 2 ans, qui au début, avant de se blesser, montrait vraiment toute la valeur de son contrat et il était vraiment impressionnant. Et malheureusement, pareil, les croisés complexes. Et comment quand il est revenu l'année dernière, il est jamais revenu au niveau. Même si on a vu son meilleur match de la saison, c'est le dernier match de la saison contre les Chiefs en playoff. Donc bon, ça fait pour un mec qui est revenu en week 5 ou 7, ça fait longtemps après. Et donc il y avait des rumeurs aussi comme quoi il serait peut-être cut, machin, en mode bon bah malheureusement t'es blessé, t'arrives pas à revenir, malgré qu'on a fait un investissement financier sur toi, bon bah voilà. Mais il a modifié, il a transformé totalement son cap alloué en que de la prime à la performance. Donc en gros, s'il perf excellemment bien, il sera même payé un peu plus que prévu. Mais entre guillemets, s'il perf excellemment bien, ça sera bénéfique pour les Bills, donc il n'y aura aucun problème à ce qu'on le paye comme ça. Donc c'est intéressant pour tout le monde. Et même Dawson Knox aussi, notre autre tight end, pareil, qui a pris un pay cut aussi, avec l'émergence de Dalton Kincaid au poste de tight end. Il était un peu trop payé pour ça. Comment là, comme ça, il s'assure d'être dans l'équipe au moins cette année et l'année prochaine, quasiment sûr, au vu des montants garantis. Et après, dans 3 ans, on verra et on aura le temps de se refaire une preview à ce moment-là. ok, très bien. Très bien, très bien. Ben, merci, c'est complet sur les départs, Pierre. Eh ben, on va partir maintenant sur les arrivées. Donc, il y a eu pas mal d'arrivées aussi du côté des Bills. Donc, il y a le premier arrivé, je fais dans l'ordre que j'ai. Le quarterback Mitchell Trubisky en provenance donc des Pittsburgh Steelers, si je me trompe pas, Oui. pour 2,7 millions garantis. Le wide receiver Chase Claypool
qui signe un contrat de 1 an, je crois. Mark Collins qui signe en tant que free agent aussi. Curtis Samuel qui signe un contrat donc de 30 millions. Marquez Valdez-Scantling, j'espère qu'il ne retrouvera pas ses mains contre nous. Le mec a marqué un TD au Super Bowl quand même, qui a signé chez vous pour 4,5 millions de dollars. L'offensive tackle, Lael Collins, qui a signé aussi. Un autre offensive tackle, Diane Dodkins, qui signe un contrat de 60, du moins c'est une extension, 60,5 millions au niveau de son contrat. L'offensive guard, David Edwards aussi. Le centre, Will Clapp, qui signe un contrat de 1 an. Le edge, Edgy Epeneza, qui re-signe pour un contrat de 20 millions. Le edge Dawan Smoot qui signe un contrat de 1 an. Le edge Kadzet Toil signe aussi un contrat de 1 an. Le defensive tackle Austin Johnson pour un contrat de 4 millions de dollars. Le defensive tackle Daquan Jones qui re-signe un contrat de 16 millions de dollars dont 10 millions garantis. Jordan Phillips en tant que free agent. Le defensive line Deshaun Williams, un contrat de 1 an. Le linebacker Diane Jones signe aussi un contrat de 1 an. Le linebacker Nicolas Moreau signe un contrat de 1 an. Le cornerback Taron Johnson signe 3 ans pour un contrat de 31 millions, du moins une extension de 31 millions de dollars. Cam Lewis qui re-signe un contrat de 2 ans. Le safety Mike Edwards qui signe un contrat aussi de 1 an. Et le safety Taylor Rapp qui re-signe un contrat de 3 ans. J'espère avoir rien oublié. S'il y en a que j'ai oublié, Pierre, n'hésite pas à le dire. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette free agency? J'ai juste oublié de parler rapidement sur les départs, pardon, comment sur les deux autres départs qui sont relativement importants et dont il faut parler, c'est Leonard Floyd, qu'on avait signé très tard dans la saison, comment pour une dizaine de millions d'euros et de dollars plutôt, et comment qui a bien remporté son pari et qui justement a signé un plus gros contrat chez les Niners après, genre content pour lui, très bien, mais après c'est pas un mec sur qui tu vas jouer la continuité de sa carrière parce que c'est un mec qui est déjà à plus de 32 ans. Et Gabe Davis, bon, c'était vraiment le joueur qui, on est très content de l'avoir eu pendant 4 ans. C'est qu'on a adoré, mais qui était tellement genre les montagnes russes, et qui est un peu trop unidimensionnel. C'est très bien pour lui qu'il a été prendre son argent chez les Jags. Je suis content pour lui. On fait un coucou à Antoine. C'est ça, non mais tu vois, et je pense qu'Antoine, notre ami Antoine, donc de Jaguars France, va l'adorer sur certaines semaines, et sur certaines semaines où tu vas pas le voir du match, tu vas faire bon bah je savais pas qu'on avait signé Casper, mais bon voilà. C'est des joueurs très très frustrants. Hein. Ils peuvent nous faire des matchs incroyables, puis ils vont pendant 2 weeks, tu vas pas les voir, c'est décevant, tu vas perdre un peu bêtement le drive qu'il faut faire, ils vont pas le faire, ils vont pas faire le tracé qu'il faut et tout. C'est vraiment par moments c'est très frustrant. Mais ça reste un joueur, ça reste un bon joueur quand même quand tu lui lances le ballon. La plupart du temps, c'est catché quoi. C'est rarement droppé quoi. Donc, c'est ça, et il a des Gabriel Davis, on peut dire ce qu'on veut, et c'est pour ça que c'était lui le receveur qui était le plus sur le terrain pour les Bills, c'est que c'est un bloqueur aussi phénoménal, quasiment aussi bon qu'un tight end, donc ça aide beaucoup ton run game aussi d'avoir un receveur avec ce genre de qualité. Comment au niveau de la off-season, donc du coup côté positif pour les Bills, donc déjà il y a les prolongations, Taron Johnson qui est notre nickelback corner, slot corner, qui est incroyable. Il y avait juste Kenny Moore des Colts qui avait signé un 3 ans 30 millions juste avant, du coup histoire de continuer et parce qu'il le mérite, Taron Johnson a signé un 3 ans 31 millions. C'est un slot corner mais il peut jouer quasiment troisième linebacker tellement il y met la tête et tout. Il est tellement important dans le système des Bills que c'est totalement mérité. Pareil, Daquan Jones qu'on garde avec Ed Oliver, ça fait une paire très 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 sympa. Qui malheureusement on l'a vu seulement trop peu ces 2 dernières années. Enfin, il y a 2 ans, Ed Oliver n'était pas encore arrivé à ce niveau-là. On voyait surtout des flashs. En début de cette année, on a vu les deux vraiment au top. Et là, on avait une defensive line qui fonctionnait du feu de Dieu. Mais malheureusement, Daquan Jones s'est blessé dès la week 5. Donc là, on devrait les voir les deux au top pour toute la saison 2024. Donc ça va être un vrai plaisir de voir les deux. Et même à côté de ça, tu as parlé des autres D-tackles qu'on a signés parce qu'on a viré tous nos D-tackles de rotation. Et donc, Austin Johnson, Dawon Schmout, tout ça, c'est des très bons D-tackles
qui vont faire qu'on aura une rotation sur les 10 tackles vraiment de qualité. Dion Dawkins, le left tackle, extension méritée, 3 ans à 60 millions, donc 20 millions à saison pour un très bon left tackle. Let's go, vas-y, continue. Hein, il aura seulement 30 ans quand il arrivera à la fin de son extension en 2027. Donc ça reste totalement cohérent pour un left tackle, même si bon, c'est peut-être à ce moment-là qu'arrivera la limite. Mais bon, voilà. Sinon, on a des receveurs aussi un peu de rotation qui remplacent Deontay Harty et Trent Sherfield. Donc, il y a Mac Collins, ancien des Raiders et des Falcons. Chase Claypool qui est arrivé genre vraiment à la toute fin là. On verra, il a rien de garanti. Comment il y a qui d'autre comme receveur dont on a parlé qui sont dans les. Il y a évidemment Curtis Samuel, mais Curtis Samuel, lui, c'est une vraie signature avec vraiment de l'argent. Parce que ça va être très intéressant. Il avait fait la meilleure saison de sa carrière aussi avec Joe Brady, quand Joe Brady était à Carolina. Donc ça va être quand justement Curtis Samuel était là. Donc ça va être intéressant de voir qui s'impose sur les postes de receveur. Aujourd'hui, on a Khalil Shakir et c'est à peu près tout. Le reste c'est porte ouverte, même si on parlera aussi de la draft et comment est du coup de Samuel. Donc je pense que le receveur pris à la draft plus Samuel et Shakir, c'est le trio principal, mais après, aux autres de se montrer. Comment globalement les re-signatures de AJ Epenesa en DN aussi sont importantes. Comment on a AJ Epenesa, on a Greg Rousseau qui va arriver aussi bientôt cette saison, voire la saison prochaine. C'est un mec qu'on a drafté. Donc c'est le develop and resign, draft, develop and resign, c'est le motto de Brandon Beane. Donc c'est très bien par rapport à ça. Ça montre aussi de l'intérêt à venir à Buffalo parce que il y a un intérêt, c'est que on essaye de faire quelque chose par rapport à ça. Et globalement, après, bon, il y a le QB2 Mitch Trubisky qui avait déjà fait un bon passage chez nous, très bien. Je pense qu'il est meilleur que Case Keenum, donc positif. Donc entre guillemets, on améliore ça. De toute manière, le QB2 quand t'as Josh Allen, c'est surtout un mec qui doit être là, genre vraiment une assurance et quelqu'un qui aide Josh à bien préparer ses matchs. C'est à peu près tout. Oui, et puis s'il faut faire un carton parce qu'il est blessé ou un petit match, voilà, au moins tu peux côté Trubisky, il a déjà montré qu'il pouvait gagner des matchs, quoi. Voilà. C'est ça, et puis même c'est souvent il y a quand même pas mal de matchs où quand Buffalo gagne qui gagne vraiment, et donc du coup quasiment le dernier carton Josh joue pas, et donc tu peux mettre Trubisky pour lancer 2 passes et end of 3 ballons, et puis ça ira. Okay. Il y a le dernier spot aussi, c'est plus au niveau des linebackers où on a signé on avait perdu Damian Dodson, qui avait step up justement lors de la blessure de Milano, à côté de Terrell Bernard, qui est ancien, donc qui était sophomore l'année dernière et qui a explosé l'année dernière. Et Dodson, qui est un joueur très limité, genre c'est un excellent run stopper, mais en pass coverage, il est un peu catastrophique. Et il avait été bien camouflé par le système des Bills. Les Bills avaient modifié leur système de manière à faire en sorte, avec toutes les blessures, de toute manière, tu essayes de te démerder comme tu peux. Et donc du coup là on a Nicolas Moreau qui est arrivé, Deion Jones qui est arrivé très tard. À voir, c'est des petites polices d'assurance parce que il y a Matt Milone qui revient, on a toujours Terrell Bernard qui est là, on a les pics de 2022, un joueur que tu apprécies, Baylon Spector, ancien un alumni de Clemson, et Dorian Williams qu'on a pris de Tulane l'année dernière, donc on a une rotation sympa aussi. Si Nicolas Moreau, Deion Jones arrive à faire quelque chose, très bien, mais c'est des mecs où il y a quasiment pas d'argent. Et le reste, il n'y a pas vraiment d'argent impliqué non plus. On peut parler de Tyler Rapp, qui a signé un contrat de 3 ans à 15 millions. Mike Edwards aussi, qui a signé lui un contrat d'1 an. Parce que justement, au poste de safety, il restait plus grand monde. Donc on a re-signé Tyler Cap, on a re-signé Cam Lewis. Donc 2 joueurs de rotation un peu sympas à voir, qui ont les moyens de se prouver. Et à côté de ça, donc on a signé Mike Edwards et on en parlera à la draft aussi pour le dernier membre. Il reste toujours Damar Hamlin qui rentre dans la dernière année de son contrat. Il y a beaucoup de gens qui lui ont craché un peu dessus, mais parce qu'il n'a pas joué l'année dernière quasiment, mais ça n'a jamais été un titulaire. L'année où il joue titulaire, c'est parce qu'on a Poyer et Hyde qui sont blessés. Donc du coup, il était troisième safety et il se retrouvait sur le terrain. L'année dernière, on avait Rapp et Poyer ou Rapp et Hyde ou il était dans la depth chart, quoi. Il y avait des mecs meilleurs que lui, tout simplement.
Donc voilà, donc il y a lui qui reste là, qui reste pour sa dernière saison. Que les gens critiquent ou pas, le principal c'est qu'on est content de le voir sur un terrain et en bonne santé. Le reste. Totalement. Après, s'il peut prendre des first down pour les fake punts, hein, voilà, mais. Non, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que oui, beaucoup de monde le critique, il n'est pas au niveau, tout ça. Déjà qu'ils soient en bonne santé et qu'ils puissent rejouer au football, c'est déjà une bonne chose, une bonne nouvelle. Après, il fera ce qu'il fera, hein. Il fera une carrière ou pas, plus longue ou moins longue. Mais au moins, il peut être sur le terrain et en bonne santé, que ce soit pour ses proches chez lui, c'est déjà essentiel. Après, c'est ça reste un day 3 pick, comment qui a réussi à jouer des matchs en NFL. Déjà, c'est pas le cas pour tout le monde. Déjà, être drafté, être joué en NFL, être titulaire. Vas-y. Faire les 53. Ouais. Donc voilà, à un moment donné. Non, totalement. Non, mais bien sûr. Donc voilà, mais il y aura des gens qui aiment cracher sur les autres. C'est pas mon cas, mais voilà, c'est. Non, mais c'est juste que comme ça permet je profite de cet espace pour passer le message aussi. T'as raison, c'est fait pour. Eh bien, tu as parlé pas mal de la draft, sans mentionner les joueurs. On va partir tout de suite sur la draft, Pierre. Parce que les Bills ont reculé 2 fois sur cette draft. Ils échangent donc avec Kansas City leur premier choix, où Kansas City ils sont montés, vous savez tous, pour Xavier Worthy. Et après, je crois que vous avez donc retrade avec les Panthers, ou les Panthers sont passés pour vous. Voilà, pour être numéro 1 au jour 2. Voilà, c'est ça. On fait 28-32 avec vous pour récupérer au passage notre pick, le pick 95, donc au round 3. Et ensuite, on fait 32-33, donc le dernier pick du premier jour contre le premier du deuxième jour. Et là, on a fait un échange de picks où on remonte tous nos picks en day 2, day 3, enfin surtout en day 3, où on remonte beaucoup nos picks. Et donc, du coup, on finit par sélectionner du coup Keon Coleman, receveur de Florida State et avant ça de Michigan State. Il y a des gens qui sont pas contents parce qu'on a trade avec vous pour vous permettre de prendre Xavier Worthy. Je pense que si on trade avec vous, en soi, c'est que nous, il nous intéressait pas. Et surtout, autant vous prendre votre 3e pick là, plutôt que vous alliez le donner à quelqu'un d'autre. Moi, ce qui m'a gêné de trade avec vous, moi en tant que fan de Kansas City aujourd'hui, tout le monde le sait, hein, moi, c'est d'avoir laissé mon 3e choix et on n'avait plus de 3e choix à Kansas City. On n'avait plus qu'à passer directement au 4e tour. Et ce choix-là, vu les joueurs qu'il y avait et vu les joueurs qui restaient sur le board, moi, ça m'a gêné un petit peu et j'étais pas content. Et en plus, je suis pas un grand fan de Xavier Worthy. Alors après, on verra, il me fera peut-être mentir. Mais ça, on en discutera plus tard. Mais voilà, vous avez pris Keon Coleman. Alors après, l'avantage, c'est qu'il est grand, il est athlétique, il a des mains quand même assez bonnes quand même, malgré tout. Totalement. C'est un joueur au niveau des 50-50, parce que Josh Allen balance aussi, aime bien aussi jouer en 50-50 avec ses receveurs par moment, quand il est pas mal bousculé, mais il est assez précis. Et d'avoir un mec comme ça, grand, qui puisse attraper les ballons sur des 50-50. Voilà. Moi non plus, je n'étais pas grand fan du joueur, mais après, ça se discute. C'est au second tour, c'est pas un premier tour. Autant reculer, tu le prends au second tour. Voilà, après. C'est ça. Personnellement, c'était pas le receveur dont j'étais le plus fan, moi non plus. Mais outre ça, j'arrive à voir ses qualités, j'arrive à voir le profil totalement différent. C'est un profil qu'on n'a jamais eu côté Buffalo, enfin dans les années récentes. Même un Gabe Davis, ça se rapproche pas du tout de ce profil-là. Donc ça apporte quelque chose. Il y a aussi vraiment un focus qui a été fait ces dernières années pour avoir des joueurs avec des mains sûres. Kincaid en NCAA, je crois que c'est 6 drops sur toute la saison. Kyle Shakir, pareil, très peu de drops. Là, Keon Coleman, très peu de drops. Donc on essaye peut-être d'arriver vers quelque chose comme ça, genre sur un nombre de drops le plus limité possible, parce qu'on sait que c'est ça aussi qui tue les offenses. Je vais pas t'en parler, toi t'en as chié malheureusement toute la saison dernière, pendant toute la saison régulière, avant que ça se réveille pendant les playoffs. Mais voilà, très content, et surtout, genre je pense que beaucoup de gens ont vu sur Twitter un peu passer, le gars a l'air tellement cool, a l'air tellement fun, genre ça a l'air d'être un bon gamin, genre il a l'air adorable, il a l'air trop bien. En tout cas, par rapport à certains, il est vraiment content d'être là. Ouais. J'en discuterai avec les fans des Giants, mais quand tu vois Odunze, t'es moins convaincu du choix. Nabers, je veux dire, pardon. Nabers, oui. T'es pas convaincu qu'il soit là-bas. Bref,
mais je pense, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais lui, ouais, on voit vraiment qu'il kiffe être là. Et il est tout content. Il est rentré dans le stade. Il était comme un dingue. Voilà. Mais c'est bien d'avoir des joueurs aussi passionnés et aussi contents d'être là. Et le mec, il mesure peut-être la chance qu'il a d'être là. Et tant mieux. Après, ça fonctionnera ou ça fonctionnera pas. Mais au moins, tu as un mec qui est content d'être là et qui est content de jouer avec ta franchise. Donc, déjà, c'est déjà gagné de ce côté-là. Après, on verra ce qui se passera. Mais c'est gagné. Tout à fait. Tout à fait. Moi, de toute façon, j'avais mis une note à votre draft. À chaque fois, je le dis, chaque preview, je dis, faut que je regarde. Vous, je me souviens que j'avais mis une très bonne note à votre draft. Ouais, t'avais mis A, je crois. J'avais mis A, j'avais adoré votre draft. Et vous avez pris Keon Coleman au deuxième tour, au 60e choix. Vous prenez le safety de Utah, Cole Bishop, qui est vraiment un joueur incroyable. Moi, j'espère vraiment qu'il va faire carrière parce que c'est vraiment un joueur que j'aimais. Et puis, je pense, voilà, il le fallait. De toute façon, il vous fallait un safety chez vous. Il est pris. Voilà. Et c'est vraiment les joueurs de Utah, la part du temps, en plus, sont des joueurs peut-être pas les plus connus, mais quand ils arrivent en NFL, c'est toujours des bons joueurs, quoi. Donc, c'est l'avantage. En choix 95 au troisième tour, vous preniez le defensive line Dewayne Carter de Duke. Ouais. On fera le résumé après, Pierrot. Vas-y. Donc, au quatrième tour, choix 128, vous prenez le running back Ray Davis de Kentucky. Là, on arrive au cinquième tour, en 141e position. Bon, bah là, Ryan était en live en français les Sioux, chez The Triplet et tout, mais là, on a dit, ben voilà, ça tombe chez les Bills, comme d'habitude. Cedric Van Pran de Georgia, le centre, qui est un joueur incroyable, qui a eu des blessures, mais ça reste le joueur vraiment qui. Voilà, voilà, c'est un joueur que j'adorais. Donc, on verra ce que ça donnera en NFL, mais ça. Pour le pic à ce choix-là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super. Toujours au cinquième tour, 60e choix, le linebacker Edefua Olofo-Shayo, excusez-moi, j'ai son nom, de Washington. Toujours au tour 5, 168e position, Javon Salomon de Troy. Choix 6, le tackle Tylan Grable de UCF, pardon, je vais y arriver. Toujours au sixième tour, 219e choix, le cornerback Dequan Hardy de Penn State. Et au septième choix, vous prenez le guard Travis Clayton, qui fait partie du NFL Europe, je sais pas comment on appelle ça. International Pathway Program. Voilà, c'est ça. Et toi, Pierre, je pense voilà, après avoir discuté avec toi en off, tout ça, et puis t'avoir vu sur les lives de TTP, voilà, tu étais content de ta draft. On peut dire qu'aujourd'hui, les Bills sont plutôt très, très bien travaillés au niveau de la draft. Non, totalement. Et c'est aussi la conséquence de toute cette génération un peu âgée qu'on a décidé de laisser passer, c'est qu'il fallait rapporter beaucoup de 109. Et globalement, je suis content de tous les pics. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le message que je peux passer. C'est très, très fan de cette draft, très, très content. Tout ne se passera peut-être pas parfaitement, mais en tout cas, tout a l'air très bien. Tout répond à des besoins. Tout est cohérent avec là où ça a été pris, donc top. Donc, on a déjà parlé de Keon Coleman. Tu as évoqué le fait que Cole Bishop, on avait besoin d'un safety parce que justement, on a perdu Hyde et Poyer et le reste, c'est les joueurs où on laisse des opportunités. Donc, Cole Bishop aura son opportunité aussi parce qu'il n'y a pas de mec vraiment établi avec un gros contrat qu'il faut faire jouer. Ça se voit, il sera starter dès week 1. Peut-être qu'il sera starter à partir de week 5-6. Peut-être que ce sera l'année prochaine. Mais il a l'opportunité vraiment de se faire une belle place en NFL à Buffalo. Et c'est un super joueur. Donc, top. Pareil, niveau D-tackle, avant le début de la free agency, on n'avait que Ed Oliver sous contrat. Donc, le fait, c'est lui le seul quasiment qui est sous contrat après Ed Oliver le plus longtemps. C'est un 3-tech comme Ed Oliver, donc ça sera son backup principal. Apparemment, c'était un super gars aussi. C'était un All Academics comme côté Ivy League. C'était le capitaine à Dukes. Ça a l'air d'être un super bon gars. Donc, c'est toujours positif. Et comment s'il est pris au troisième tour, c'est pas déconnant. C'est là qu'il était attendu. La petite surprise un peu, par contre, c'est au quatrième round sur le running back Ray Davis où on peut estimer que c'est un peu tôt, mais comment ça reste un running back puissant, comment qui a une histoire incroyable. Allez regarder sur Internet, franchement, son histoire, c'est vraiment difficile. C'est un peu comme ce qu'on peut appeler en France un enfant de badass, qui est passé dans plusieurs foyers comme ça avec plusieurs frères et sœurs. C'est une histoire vraiment, vraiment complexe. Mais à côté de ça, c'est un mec qui arrive à mettre 300 yards et 4 touchdowns contre Florida quand il joue avec Kentucky. Pour un powerback, elle est très bonne main. Donc bon, un poil trop.
moi, j'adorais j'aimais bien ce joueur. En plus, il avait joué en bowl de fin de saison contre Clemson. Il aurait pu opt-out le bowl, mais non, il l'a joué. Il a fait un sacré match en plus. J'aimais bien le joueur. Et pareil, j'en avais parlé donc avec Lucho, fan des Commanders qu'on connaît, Ouais. et qui tient la page Kentucky France. Et franchement, voilà, j'en ai parlé avec lui et il me dit, voilà, lui, il estimait peut-être 5, 4, mais voilà, on peut dire que c'est un peu tôt, mais pour être dans la room des running backs chez vous, c'est très bien. C'est parfait, même. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, comme on a James Cook en running back titulaire et bien implanté, et après c'est totalement ouvert. On a Ty Johnson qu'on a recruté durant la saison précédente et qui s'est bien fait une bonne place, qui est efficace et tout, mais il n'a pas non plus il n'est pas non plus implanté, il n'a pas de gros contrat ni quoi que ce soit. Donc Ray Davis qui est là pour 4 ans, comme on va très bien, honnêtement pas de problème. T'as parlé de Cédric Van Pran. Comment en plus le fait qu'on a perdu notre centre, même si là pour l'instant c'est plus probable que ce soit donc notre left guard, comment Connor McGovern qui joue centre et que Van Pran passe d'abord un an à s'adapter, parce qu'effectivement c'est un mec de Georgia qui a été très bon à Georgia, qui oui a eu des blessures et n'est pas le plus athlétique des centres existants, mais sur les fondamentaux c'est très très fort. C'est une possibilité que ce soit lui notre centre titulaire en début de saison aussi. C'est aussi une possibilité et ça ne me choquerait absolument pas. Mais Donc, non, non, franchement, c'est un super pic à ce moment-là. puis il va apprendre, et puis voilà. Puis Tout à techniquement, fait. c'est à Georgia. Les mecs qui sortent de Georgia, d'Alabama, des gros programmes, voilà, ils savent. Bon, c'est pas toujours une valeur sûre, on est d'accord. Mais la plupart du temps, quand tu les prends comme ça, milieu de draft, la plupart du temps, tu es même surpris plutôt dans le bon sens. C'est des joueurs qui ont Ouais, descendu. tout à fait. Tout à fait. Derrière, on continue. On prend Edefouane Ulofosio, comme le linebacker de Washington, un des meilleurs pass coverage linebacker. Et c'est au final un profil sur lequel on a beaucoup fait d'investissement ces dernières années. On a décidé de lâcher un peu le profil full middle linebacker comme on avait avec Tremaine Edmonds, très grand, très large, qui impacte partout, avec plusieurs petits linebackers, mais qui sont très impactants. Sur le format Matt Milano, Terrell Bernard, comment je l'ai évoqué tout à l'heure et je l'ai plus en tête, le linebacker de Tulane, Damian Williams, là et des fois Ulofosio, c'est plus ou moins à chaque fois les mêmes profils de mecs et comment la défense de Buffalo a l'air de vouloir utiliser ce genre de linebacker, de match-up linebacker comme on dit, histoire de pas justement de pouvoir être réactif un peu sur les slot receivers, parce que sinon un grand mec comme notre Tremaine Edmonds, même s'il avait une envergure qui faisait 4 fois 4 à 80, des fois, avec le petit slot receiver qui passe entre les jambes, c'est plus complexe, quoi. Donc, c'est différent, mais ça a l'air de bien fonctionner. Derrière, on continue l'edge Javon Solomon de Troy. C'est l'edge qui a fait le plus de sacs, je crois, de toute la FBS l'année dernière sur une petite fac. Qui va rentrer sur les passing down, les obvious passing down pour vraiment mettre la pression. Pareil, il y avait besoin un petit 109 sur le poste de edge parce qu'aujourd'hui, il nous restait Greg Rousseau, AJ Penessa, Von Miller et après c'était full ouvert. Parce que bon, les edge qu'on a appris à la free agency, c'est plus des vétérans pour accompagner, mais il y a personne qui est là pour le long terme. Donc Javon Solomon, il pourra peut-être se faire une petite place au soleil. Tylen Grable, il n'a pas été excellent à UCF, mais c'est un monstre physique, un peu comme sur le modèle de notre right tackle actuel. Donc pourquoi pas avoir. Dequan Hardy, slot cornerback au fin de 6e round, qui est un excellent punt returner, surtout avec les règles qui vont changer cette année. Donc pourquoi pas. Et sachant qu'on n'avait pas de backup slot qui était vraiment établi. Donc pareil, ça vient dans la continuité pour apporter du talent là où on en a besoin. Et du coup, le dernier, Travis Slayton, un anglais. Donc je sais même pas quel poste il va jouer, guard, tight end, tackle. En gros, c'est juste une brute physique qui a fait du rugby, de l'aviron. C'est un monstre qui est à transformer. Et vu que maintenant, à partir de cette année, avant, dans le passé, l'International Pathway Programme, là, il y avait que 4 équipes par an qui avaient un joueur. Mais là, à partir de cette année, toutes les équipes ont un slot dans leur practice squad dédié pour l'International Pathway Programme. Du coup, ça permet d'avoir de côté et de pas avoir eu à le sélectionner
de pas avoir à attendre et à pouvoir faire comme ça. Nous, on a dit, bon, non, nous, on veut celui-là, donc on se permet de le sélectionner. Comme ça, on se dit, bon, bah voilà. C'est comme vous avez fait avec le rugbyman gallois. Zamit. Oui, Louis Riz-Zamit, comment lui, vous lui avez directement donné un contrat. Nous, on a essayé de le drafter. Il y a d'autres qui les ont pris après en après draft, en UDFA. Mais voilà, c'est pour pouvoir sélectionner, pouvoir développer le joueur étranger qu'on a choisi, quoi. Donc voilà, donc très content de cette draft. Il y a vraiment du potentiel à ce que ce soit un peu dans l'idée de la draft 2017 des Saints, là où ils ont fait que des top picks. Il y a un monde où ça peut clairement faire ça, cette draft. Ouais, j'ai la depth chart devant les yeux. Voilà, si ça clique bien, la défense, elle fait pas rire déjà. Hein. Et après l'attaque, bon, bah, on a quelques points d'interrogation. Mais qu'à quarterback, on sait que les quarterbacks, par moment, bah, ceux qui font la carrière de certains receveurs, j'ai envie de dire pas Josh Allen fasse la carrière de certains autres receveurs, Steve Coleman ou autres. Hein, et ça sera très bien. Et si c'est un bon compromis, et ben l'attaque des Bills sera encore redoutable cette année. Et puis voilà. En plus, avec un James Cook vraiment au-dessus maintenant. En plus, un James Cook qui a vraiment pris une dimension supérieure en tant que running back la saison passée, quoi. Il a fait très mal. Et il a fait très très mal la saison dernière sur ses portées. Il était quand même assez... La seule micro-déception avec Cook quand même qu'on peut évoquer, c'est qu'à Georgia, il n'était pas beaucoup utilisé en courant, il était surtout utilisé dans des grands espaces et à la réception. Et malheureusement, Cook, il nous a coûté, genre, j'en ai au moins 3 en tête, mais je pense que c'est plus, mais des drops où il a le TD tout fait. Et t'es là, oh non. Genre, t'as plus qu'à assurer la réception ou parce que, genre, en mode, il y avait une wheel route, où il se retrouve long de ligne tout seul. Et là, il la drop tout seul dans le dos contre Philly, contre les Eagles. Et là, tu fais, bon, bah. Ouais, je m'en souviens. Mais oui. le truc, il est encore jeune, il va encore progresser. Voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Hein, et des fois, c'est ça, c'est peut-être sa deuxième saison. Exactement. La première saison, on était dit, ouais, James Cook, on ne sait pas trop. Mais là, on a bien vu sur sa deuxième saison qu'il a vraiment pris un palier. Il a step up. C'est ce qu'on attend des joueurs draftés, quoi. C'est ce qu'on attend des joueurs Totalement. draftés. Ok, Pierre. Eh bien, Pierre, on bascule sur la nouvelle saison, du coup. Yes. Avec le calendrier. Je vais annoncer le calendrier. Je te dirai à peu près ce que j'ai estimé. Et puis, tu me diras ce que tu en penses. Donc, premier match, vous allez recevoir les Arizona Cardinals. Après, vous allez aller à Miami en début de saison. Et là, je sais que tu n'aimes pas aller à Miami parce que vous allez retrouver en plein soleil, pleine chaleur, côté soleil. Et eux, ils sont à l'ombre de l'autre côté du stade. Et on en a parlé avec Dolphins, le mec qui est venu faire la preview des Dolphins, Raphaël, que je fais coucou. Voilà, c'est toujours compliqué parce qu'il fait très très chaud en Floride en début de saison. Espérons qu'il pleuve ce jour-là, mais sinon il fait très très chaud. Et je sais qu'il y a 2 ans, ça avait été un match dantesque sous la chaleur et c'était très 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 compliqué sur ce début de saison. Et c'est toujours comme ça les matchs en Floride de toute façon. On en discutera après. Après, vous allez recevoir Jacksonville. Après, vous avez 3 déplacements quand même périlleux. Vous allez à Baltimore, à Houston et chez les New York Jets. Ensuite, vous allez recevoir Tennessee en week 7. Vous allez à Seattle en week 8. Vous allez recevoir Miami pour le deuxième match de division en week 9. Après, vous allez chez les Colts d'Indianapolis. Vous recevez Kansas City en week 17. En week 11, je veux dire. Après, c'est la bye week. La week 13, vous allez recevoir San Francisco. Ensuite, week 14, vous allez chez les Rams de Los Angeles. Ensuite, vous allez chez les Detroit Lions. En week 16, vous recevez les New England Patriots. Vous recevez aussi les New York Jets en week 17. Et en week 18, vous finissez chez les New England Patriots pour le match de division qui va bien sur la fin de saison. Moi, j'ai estimé, alors, si tout clique bien, si ça va bien, c'est une saison correcte, ça va très bien chez les Bills, ça va en playoff. 11-6, je me dis c'est faisable. Voilà, 11-6, je me dis c'est faisable. Avec le calendrier qu'il y a. Et je me dis, si vraiment la saison clique vraiment bien, parce que je vois mal, allez 17 pour la saison, si ça va vraiment pas trop bien chez les Bills, c'est encore 17, c'est une saison correcte. 11-6, c'est une bonne saison, mais tu n'auras pas le seed 1. La plupart du temps, tu n'as pas le seed 1 pour les playoffs. Et je me dis vraiment, si ça clique bien, il y a 3 matchs qui peuvent faire basculer votre saison. Alors, j'ai choisi celui à Miami, chez les Dolphins, qui peut faire basculer votre saison. Celui-là, je l'ai mis en défaite
je me dis, ça peut faire quand même, ça sera un match dantesque, mais ça peut, si vous allez accrocher cette victoire, vous pouvez être en week 3 déjà à 3-0. Ça peut être avant d'aller chez les Baltimore Ravens, c'est quand même pas mal. Vous avez, j'ai choisi un des 3 matchs entre Baltimore, Houston et New York, où là, vous pouvez accrocher un des 3 matchs. Vous faites à 2/3. Et ben, je me dis, ça peut être vraiment bien. Et puis, le dernier match qui peut faire aussi basculer votre saison, c'est en toute fin de saison, après la bye week 14, vous allez chez les Rams. Je prends toujours 3 matchs à l'extérieur où ça peut faire basculer votre saison. Et là, si c'est 3 victoires de plus, vous finissez en 14-3. Et là, je me dis, c'est vraiment une très, très belle saison et vous aurez sans doute le seed 1 quand tu finis à 14-3. Ça serait exceptionnel, ça serait très bien. Je dis pas que ça sera ça, mais je me dis, les Bills, on va pas plus. Voilà, ça m'étonnerait qu'on voie les Bills à 8-9 ou 9-8 la saison prochaine. Il y aura, à mon avis, 10 ou plus de 10 victoires. 11-6 me paraît un bilan correct. Et si vraiment ça va très, très bien, à 14-3, Pierre, je pense que tu signes demain. Ah bah, et comme tu dis, 14-3, c'est first seed obligatoire vu la complexité de l'AFC. Si on est à 14-3, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'on a le first seed. Exactement. Honnêtement, je me demande même si, c'est à 12-5, il y a des chances que tu aies le first seed aussi. Hein. C'est tellement complexe. Mais là, je me dis, Miami, Oui, c'est un match compliqué, mais tu peux aller l'accrocher tout de suite. Baltimore, Houston ou les Jets. Bon, j'avais mis victoire chez les Jets parce que je me dis, bon, bah voilà, même si c'est Aaron Rodgers, ça peut être jouable. Et vous avez quand même la défaite de l'année dernière un peu en travers. Je pense qu'un match de division comme ça, vous pouvez le remporter. Tu choisis Baltimore ou Houston, quitte à faire, allez, tu vas gagner à Houston ou à Baltimore. Ça peut être faisable. Plus Houston que Baltimore, mais tu le prends. Et les Rams, après San Francisco, je me dis, c'est faisable aussi, quoi. Et je me dis, tu as 3 victoires de plus. Si tu as 11-6 en basant là, la saison et que tu as 3 victoires de plus, tu as 14-3, là, ça serait vraiment une saison réussie pour vous. Mais voilà, en dessous de 10 victoires, j'ai du mal à voir les Bills en dessous de 10 victoires, vu la depth chart que vous avez en ce moment. Il y a quand même une saison. Je pense que la saison sera positive quand même largement chez les Bills. Pierre, je pense que je ne me trompe pas là-dessus, on est d'accord. Oui, pour moi, il n'y a aucun doute qu'on finit avec un bilan positif là-dessus. Il y a un monde où si tout va mal, on peut peut-être finir en 9-8. Je me dis, c'est possible, il y a quand même beaucoup de belles équipes. T'as Josh Allen qui se blesse là, par exemple, pour les 3 matchs à l'extérieur, qui revient seulement juste avant la bye week, 2-3 matchs avant la bye week, tu vois. Là, ça peut être une saison un peu galère à ce moment-là, où tu peux finir avec un bilan de 9-8. Je me dis, ça peut être compliqué. Mais bon, Josh Allen se blesse très, très rarement. Il se blesse un peu au coude, au bras, mais la plupart du temps, c'est un guerrier. Il faut vraiment, pour l'arrêter, il faut vraiment qu'il ait une jambe dans le plâtre, je sais pas quoi. Non, totalement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que y a tellement de belles équipes. Tu vois, les Dolphins, Jaguars, Ravens, Texans, Jets, Chiefs. Ça fait côté AFC déjà, et même côté NFC, on joue Niners, Rams, Lions, les Seahawks aussi qu'on peut évoquer quand même, pas une mauvaise équipe. C'est pas top du panier, mais ça reste une bonne équipe, quoi. Donc il y a quand même du monde et on sait jamais. Il peut toujours y avoir des surprises. Ça sera pas un calendrier facile. Excuse-moi, je te coupe 30 secondes. Pierre, excuse-moi, c'est pas poli de ma part. Ça sera pas un calendrier facile, mais vu les dernières saisons des Bills, voilà, allez, 11-6, c'est largement jouable. 14-3, c'est la cerise sur le gâteau. Même 12-5, c'est la cerise sur le gâteau. Mais voilà, 11-6, 17, bon, je pense qu'on se trompe pas beaucoup, quoi. Totalement. Voilà, ça serait décevant, ça serait même dommage ou décevant si la saison, à moins que la saison soit complètement galère, tu perds ta O-line, ton quarterback, ton machin, on sait jamais, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver, comme tu dis. Mais voilà, c'est là, dans le principe qu'on est, avec la depth chart, tout le monde est en bonne santé. Normalement, 17, 11-6, c'est largement jouable. C'est ça, et justement, comme tu parles avec tes matchs un peu à bascule, honnêtement, je sais plus si sur le dernier podcast auquel j'ai participé, si j'ai un pronostiqué un 11-6 ou un 12-5, justement avec ce côté, peut-être que pour une fois la pièce tombe du bon côté, quoi. 14, je pense que c'est un peu too much, mais effectivement, si tout tombe du bon côté, on sait jamais, hein, Après, mais pas des matchs faciles, mais les trois victoires à l'extérieur, tu peux peut-être aller les chercher. Mais après, voilà, je manque aucunement de respect, que ce soit au Tennessee Titans, au Seattle Seahawks, à Indianapolis. Ça sera quand même des matchs compliqués, quoi qu'il arrive, chaque semaine. Hein. Faut pas là-dessus. Totalement. C'est any given Sunday, comme vous dites. Hein, c'est.
C'est une vraie parole, hein. C'est tous les week-ends, il faut y retourner. Et c'est pas parce que tu es censé être meilleur que l'autre il va pas faire le bon play au bon moment, qui va te casser un peu le moral ou quoi que ce soit et gagner le match. Donc il faut être là tous les week-ends. Comment le petit détail peut-être que tu avais peut-être loupé sur les Dolphins sur le match en week 2, c'est que cette fois-ci le match est en night. Il est en donc à 2 heures du mat pour nous. Donc ça peut être ça peut réduire un petit peu l'effet chaleur côté Ouais, Miami. ouais. Et pour ça aussi que du coup ils sont pas chez nous au moment de la full neige, tu vois, ils sont chez nous le 3 novembre. Ça va, il fait froid, mais c'est pas encore les tempêtes de neige. Bah, il peut y en avoir quand même, on ne sait jamais. Le climat déréglé, Buffalo, voilà, Ah bah, on a déjà vu des choses incroyables. surtout les dernières saisons, hein, il y a quand même un match décalé où on a dû jouer à Détroit et en même temps, et pendant cette malheureusement, comment une pensée pour les victimes, mais il y a eu des mecs qui sont morts là-bas à Buffalo à cause de cette tempête de neige. Exactement, exactement. Non, non, C'est mais ça. oui, j'avais pas les horaires parce que j'ai sélectionné avant d'avoir les horaires, mais oui, j'ai pas vu que le match était le soir. Mais bah, d'un côté, c'est un match que vous pouvez accrocher pour vous si ça clique bien. Voilà. Et je me dis, voilà, c'est pas que ce soit même les Rams, que ce soit Houston ou Baltimore et que ce soit Miami, c'est des victoires. Malgré tout, il faudra aller les chercher quand même. Donc, Ah bah si dans tu tous vas les cas. les chercher, tu vas pas les chercher, d'accord, mais ça sera pas des équipes faciles quoi qu'il arrive. Hein. Donc, je le Totalement. répète, ça sera pas simple. Mais voilà. Bon, bah, je pense qu'on est d'accord sur le prono, Pierre. Bah, je C'est ça suis, sur l'ordre d'idée, ouais. c'est dans l'ordre d'idée, on va dire. Si c'est ça, Tout à tu fait. signes. Totalement, totalement. Ah ouais, sur 14-3, je signe, hein, et je pourrais peut-être même me faire un tatouage des Bills, ça. Ah ouais, voilà, celle-là, faut la garder faut la garder, celle-là. Mais tu vois, même si je suis un grand fan de Kansas City, que je crois, moi, à la saison aussi de Kansas City l'année prochaine. Mais voilà, les Bills sont encore un adversaire très, très redoutable. Et tu vois, j'ai même mis victoire des Bills contre Kansas City en saison régulière parce que vous avez l'habitude de nous battre en saison régulière. Donc là, je te donne la victoire volontiers. Ouais, si tu veux, tu prends la victoire en saison régulière et nous, on prend la victoire en playoff, hein. On n'a pas l'habitude, d'être comme ça. Ah, Mais les bons coups pour les bons amis, Johan, hein, il y a bien un jour où ça arrivera. Hein. Faut s'y attendre, hein, quoi qu'il arrive. Sachant que pour cette fois, pour information, c'est la première fois que Mahomes vient jouer à Buffalo avec un public depuis le début de sa carrière. Non, il aime jouer les Oui, non, mais Bengals. en saison régulière, tu vois, bah, vu que ça fait 10 ans qu'on se joue quasiment en régulière ininterrompue, et c'est tout C'est le temps ça. chez vous. C'est tout le temps Le chez seul vous. fois Hein. où Ça vous a empêché de nous battre quand même. la dernière fois où c'était chez nous, c'était pendant le Covid où il y avait personne dans les tribunes. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, on verra bien ce que ça donne. Pierre, je vais faire défiler le bandeau parce que où on peut te suivre et après je te laisserai faire ton promo. Donc Pierre, vous pouvez le retrouver. Donc c'est un fan des Bills, comme vous l'avez pu l'entendre. Vous pouvez le retrouver sur le hashtag Bills_France sur X et avec le podcast Bill Baller Bills où ils font aussi, ça se passe sur Twitter et après vous le remettez sur je crois en podcast sur les plateformes, si je me trompe pas. Vous le Maintenant, on faites. l'enregistre un peu plus pro, on fait un vrai enregistrement et D'accord. tout, mais c'est vrai que dans le passé, on faisait des space Twitter, qu'ensuite on uploadait sur Spotify pour continuer à avoir l'archivage. Mais maintenant, on fait des vrais podcasts et donc avec Corentin et Guillaume, mes deux co-animateurs, Guillaume qui était le créateur en 2017 du compte Bills France, sur Twitter. Et donc du coup, on est tous les trois, on parle des Bills, on revient sur les matchs, on est un peu en off pendant la off-season vu que il y a pas grand-chose à raconter. On a fait un débrief de la draft, on a fait un débrief de la free agency. Là, le prochain podcast qu'on va bientôt tourner sera un peu la prédiction des 53 des Bills et justement notre pronostic aussi sur la saison avant le début de la saison. Mais voilà, et on parle et c'est cool. Et on a toute notre petite bande. Et si vous êtes fan des Bills, n'hésitez pas à venir nous envoyer un MP aussi. On a un petit groupe de fans de Bills sur Twitter. Donc venez interagir avec nous. On mord pas, on fait les live tweets et on partage toutes les informations sur les Bills et on discute et on rappelle à tout le monde que Josh Allen est un top 2 QB dans la ligue et que tous ceux qui nous disent ça le contraire sont des idiots.
Tu as bien raison, tu défends ton poulain, tu as totalement raison, Pierre. Et là-dessus, voilà, moi je le dis à chaque épisode, c'est pas parce qu'on a des équipes concurrentes qu'il faut s'envoyer des pics sur Twitter. Le chambrage, ça reste bon enfant, mais toujours dans le respect et la bonne humeur. Ça ne sert à rien d'aller se cacher. On a une petite fanbase en France, il y a rien de voilà, il y a pas d'intérêt à les se tirer dessus comme les fans américains et tout ça. C'est d'où l'intérêt d'avoir une bonne, on va dire une bonne osmose avec tous les fans. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, avec Pierre, on s'envoie des pics, on se chambre, mais c'est toujours dans la bonne humeur et dans le respect. Il y a aucun intérêt de se piquer, de se prendre la tête pour de la NFL. La vie est trop courte pour ça. Donc voilà, Totalement. dans la bonne humeur. Bon, je vais faire la petite promo pour le foot US de A à Z pour finir cet épisode. Voilà, si vous souhaitez nous soutenir, on a un Tipeee. Voilà, ça peut nous permettre de faire certaines choses avec, dont payer le StreamYard qui nous aide à enregistrer, à faire nos lives et tout ça. Si vous voulez, ben, n'hésitez pas. On vous donne rendez-vous le 23 août pour découvrir la programmation de la saison. Elle est déjà donc sur YouTube pour ceux qui écoutent. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo, aucun live, aucun podcast et ainsi de suite. Vous avez envie de rejoindre l'équipe, bah, pour plus d'infos, bah, vous aurez tout dans la description. N'hésitez pas, la porte du Foot US est toujours ouverte. Et même pour les invités, n'hésitez pas, vous envoyez un MP. Vous pouvez venir quand vous voulez. Overtime revient à partir du 14-09. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça sera donc des quiz. Et les meilleurs se rencontreront à la fin de la saison. Ça peut être toujours dans la bonne humeur. En plus, venez jouer contre moi parce que je serai sans doute inscrit avec ma mauvaise humeur et clasher Jack en direct pendant ça. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vous inscrire, ça sera avec plaisir. Et je vous souhaite donc, Pierre, je tenais à te dire merci encore pour d'être venu et d'avoir pris de ton temps pour cette preview. Je vous souhaite une bonne saison à toi, à tes copains de chez Bills France. La saison va bientôt commencer, les camps sont démarrés, on se hype sur une passe pour un rookie et tout ça. Ça fait partie du jeu, on aime ça. Et je vais finir par ma phrase habituelle, que Dieu vous garde, car moi j'ai pas le temps. Pierre, merci pour tout. Bonne journée à tous. Merci, Johan. Go Bills.